Bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Est-ce que vous entendez, est-ce que vous comprenez la colère de ceux qui aimeraient voir déferler les dons pour autre chose que la reconstruction de Notre-Dame ? Je suis très content qu'il y ait des dons qui soient faits pour la reconstruction de Notre-Dame, qui est une part de notre patrimoine à tous, qu'elle soit une part universelle de la France, c'est très important. J'aimerais aussi effectivement que certains puissent s'émouvoir de ceux qui meurent en mer, de ceux qui meurent dans la rue, et que donc on ait des dons aussi pour d'autres causes qui me semblent tout aussi importantes que celle-là, qui l'est évidemment. Il reçoit le président de la République, les pompiers aujourd'hui. Il a conduit une réunion à 16h pour la reconstruction de Notre-Dame. On a l'impression que c'est devenu la seule priorité du chef de l'État. Non, mais c'était important que dans un moment qui est quand même absolument dramatique pour la nation, de perdre ce joyau de la France. Et encore une fois, tous les Français ont été émus. Moi, je suis élu à Cergy, dans tous les quartiers, dans tous les milieux sociaux. J'ai vu vraiment cette émotion. Donc, c'est important qu'on puisse avoir ce temps un peu, qui soit sanctuarisé pour lancer la reconstruction de Notre-Dame. Et puis, le temps du débat démocratique reviendra ensuite rapidement. Du débat démocratique et de l'action politique sur des sujets qui sont en cours. Je pense à la grève, par exemple, à la PHP, aux urgences. Je pense à la loi Blanquer qui est discutée aussi et contestée par une partie des professeurs, aux négociations sur les retraites. On a l'impression qu'on a ouvert une longue parenthèse qui va concentrer l'énergie du président sur la reconstruction de Notre-Dame. Écoutez, pour l'instant, le drame est arrivé lundi, donc on est quelques jours après, donc c'est bien normal que pour l'instant il puisse enclencher ce grand chantier dont il a dit qu'il souhaitait qu'il se tienne en moins de 5 années. Ça va demander des efforts colossaux, et donc il y a vraiment une part de travail importante à faire pour que ce soit réalisable. C'est son rôle. Oui, c'est son rôle en tant que garant de la nation de s'assurer qu'un symbole aussi important que Notre-Dame soit reconstruit dans de bonnes conditions. Tous les Français le demandent. Certains catholiques ont été émus que lors de son intervention solennelle, il ne s'adresse pas à eux, qu'il s'adresse aussi à l'ensemble des Français. Il ne prononce pas le mot de catholique pendant cette intervention. Est-ce que vous comprenez le fait qu'ils aient été un petit peu étonnés de cela de la part du chef de l'État ? Oui, mais je pense aussi qu'il est le chef de tous les Français, que Notre-Dame, évidemment, pour les catholiques, ça revêt une signification particulière et ils ont tous été dans une émotion particulière. Nos concitoyens catholiques, c'est normal, mais tous les Français, encore une fois, j'insiste, quelle que soit leur religion, et même si certains ont voulu parfois essayer de montrer du doigt en disant que pour certains Français, ça serait moins grave que d'autres, moi je ne le crois pas, donc c'est ça qu'a voulu faire le président de la République. Chacun doit avoir un avis désormais sur la façon dont on va reconstruire Notre-Dame. Vous avez forcément un avis. Faut-il reconstruire Notre-Dame à l'identique ? Oui, moi je suis assez conservateur dans ce domaine-là, parce que, et oui, vous voyez, il y a des comme ça, pour quelqu'un qui se revendique progressiste dans beaucoup d'autres, je pense qu'à l'identique c'est très bien. Allez, on parle des annonces du président de la République parce que ça s'est joué à quelques minutes près, mais le président a failli faire des annonces et puis finalement elles sont plus ou moins sorties dans la presse. Sur le plan économique, on va résumer, l'idée est la suivante: baisser assez substantiellement les impôts tout en maintenant, et alors c'est là que ça devient surprenant, la présence des services publics dans les territoires, et ça se termine par « il faut travailler plus ». C'est ce qu'il souhaite demander aux Français. Est-ce que cela, c'est acceptable pour vous ? Non, mais moi, je comprends. On verra ce que le président de la République, d'abord, confirme ou non dans ce qui a, dans ce qui a été mis à connaissance du débat public pour l'instant. Moi, ce que je comprends de ce qui ressort du grand débat et de la volonté du président de la République, c'est de répondre au moins à 3 attentes. D'abord, une attente de dignité. Et pour ça, il faut effectivement qu'on puisse avoir des impôts qui baissent pour ceux qui travaillent. Aujourd'hui, on a des gens qui travaillent et qui ne s'en sortent pas avec les revenus qu'ils ont. Donc, baisser l'impôt pour eux, en plus de l'augmentation de la prime d'activité, de tout ce qui a été fait en décembre. Je rappelle quand même que l'OFCE vient de nous dire que c'est 860 € par ménage qui vont être en augmentation, la plus forte augmentation de pouvoir d'achat depuis 2007 sur cette année, grâce aux mesures prises par le président de la République en décembre. Donc c'est important. Il y a aussi évidemment ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui sont à la retraite. Il y a aussi ces mamans isolées. Donc pour tout cela, on a besoin de faire des efforts supplémentaires. Donc ça peut passer par la réindexation des retraites, par des mesures pour ces mamans isolées. Et puis après, vous avez effectivement un besoin de justice, d'accéder aux services publics dans les mêmes conditions, que vous soyez comme moi à Cergy, que vous soyez en Creuse, que vous soyez dans le centre de Paris. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Le seul problème, c'est l'équation budgétaire. C'est qu'à un moment donné, moins d'impôts, plus de services publics, des aides sociales, la réindexation des retraites sur l'inflation, ça coûte cher. À un moment donné où on va peut-être passer le seuil symbolique de 100% de déficit. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un sujet budgétaire. Bien sûr. Est-ce qu'il faut travailler plus ? Et qu'est-ce que ça peut être ? Ça veut dire allonger la durée du travail, c'est-à-dire revenir sur les 35 heures, notamment dans la fonction publique. Est-ce que ça veut dire travailler plus longtemps, reporter l'âge légal des départs à la retraite ?
Et moi, je crois que, par exemple, vous venez de parler des 35 heures dans la fonction publique. On s'est aperçu que, Gérald Darmanin l'a dit il y a quelques semaines, que tous les fonctionnaires ne travaillaient même pas 35 heures à ce stade. Donc on peut déjà arriver à faire en sorte que tout le monde travaille 35 heures. Je pense que ce serait une première chose. La question de la justice, c'est évidemment l'accès aux services publics, c'est aussi que chacun paye sa juste part d'impôt. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on peut trouver dans les niches fiscales, dans un certain nombre de niches sociales ou patrimoniales, des choses qui ne sont pas tout à fait justes et qu'on pourrait revoir pour financer ces baisses d'impôts. Dans ce que vous avez vu des annonces public. du chef de l'État, est-ce qu'il y a des mesures de justice fiscale ? Moi, en tout cas, je suis convaincu que le président de la République, il veut d'abord baisser les impôts, mais qu'il veut aussi s'assurer qu'aujourd'hui, tout le monde paye bien sa juste part. Et si certains échappent à l'impôt parce qu'ils font de l'évasion fiscale, parce qu'ils font de l'optimisation fiscale, on saura prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir faire payer les impôts à ces Français-là. Alors, puisqu'on parle de justice fiscale, et en parlant de l'ISF, pour la première fois, le chef de l'État envisagerait le possible retour de cet impôt sur le patrimoine si les effets de sa suppression sur la croissance économique ne sont pas avérés. Est-ce que si c'est le cas, ça va dans le bon sens ? Oui, en tout cas, ce qui va dans le bon sens, c'est cette attitude qu'a toujours Emmanuel Macron de regarder si les choses fonctionnent. D'accord. Ce n'est pas quelqu'un de dogmatique. Il est capable de prendre des décisions, quand bien même ce n'était pas forcément ce qu'il avait prévu au départ. On l'a vu au mois de décembre avec 10 milliards d'euros de redistribution pour répondre à cette attente de dignité et de justice sociale. Si l'ISF ne marche pas, eh bien, on remettra l'ISF. Moi, je ne crois pas qu'il faille en faire un tabou ni un totem. Sur l'ENA, supprimer l'ENA, ça va régler le problème de la distance entre le peuple et les élites, pour le dire rapidement ? Ça peut répondre, à mon avis, à deux choses. On parlait de justice juste avant. C'est encore une fois insupportable qu'en France, on mette 6 générations pour avoir quelqu'un qui est dans la classe modeste, qui arrive dans la classe moyenne ou supérieure. Je ne sais pas si vous avez vu la réaction de l'ENA sur Twitter. Le premier tweet qu'ils ont fait était de se justifier en disant qu'ils avaient 14% de petits-enfants d'ouvriers, 6% de petits-enfants d'employés. Quand on en est à se justifier sur plusieurs générations et à parler des petits-enfants, c'est quand même qu'il y a un problème. Donc effectivement, pour accéder à ces responsabilités, à cette élite et avoir une plus grande diversité, on pourrait supprimer l'ENA. Et bien sûr, ça répond aussi à un besoin de démocratie. On sait que les énarques sont ceux qui prennent beaucoup de décisions en France. Et donc avoir quelque chose de plus hétérogène sera plus démocratique. Quand vous voyez l'ensemble de ces annonces, est-ce que vous vous dites l'aile gauche de La République En Marche a été entendue ? Je rappelle que vous avez monté un think tank qui s'appelle Hyperion avec Jean-Pierre Mignard, qui n'a pas été franchement du goût du Premier ministre. Mais est-ce que vous avez été entendu ? Dignité, justice, démocratie, nous, c'est ce qu'on veut défendre. Donc moi, quand je vois effectivement ce qui pourrait être ces premières annonces, je me sens très à l'aise et suis très heureux que le président de la République choisisse d'aller dans cette direction si ça se confirme. Merci beaucoup.